il y a chez une partie qui est tout simplement colonisée. C'est le phénomène Elvis Gratton. Ça existe. J'ai l'impression qu'on est quand même capable d'intégrer une bonne partie des immigrants. On le voit là, avec des gens comme Boucard Diouf, avec des gens comme Kim Thué. Donc, il y a quand même une intégration qui se fait. Puis sinon, je me dis, qu'est-ce qu'on fait si on se dit que l'intégration au Québec n'est pas possible? C'est immigration zéro, on peut pas faire ça. Non, on en reparlera. Beaucoup de fédéralistes qui nous écoutent, qui suivent nos réseaux sociaux. C'est cette idée selon laquelle les Québécois ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Ça, c'est la droite de Québec. Oui. Comment réponds-tu à ça? La démographie ne permet tout simplement pas aujourd'hui de rentrer en contact avec cette société, sauf dans ses institutions officielles. Mais ça, c'est à Montréal. Oui, d'accord, mais si les nouveaux arrivants s'établissent, comme je le vois, par chez nous à Shawinigan, j'ose croire que la capacité d'intégration du Québec est beaucoup plus forte à ce moment-là. Dans un siècle, il va encore avoir des gens dans la vallée du Saint-Laurent qui, quand ils se pètent le gros orteil, vont dire tabarnak. Fonder un nouvel État est l'entreprise la plus exaltante qui soit. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à Génération Oui, j'espère que vous allez bien. Génération Oui, c'est quoi? C'est un média 100% indépendantiste, donc on travaille pour l'indépendance du Québec et je vous invite, par conséquent, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à aimer cet épisode, à le commenter, à le partager. Ça fait vraiment une grande différence pour le camp du oui. On sent qu'on s'approche d'un référendum, il faut continuer à parler d'indépendance. C'est vraiment la clé du succès si on veut faire gagner le camp du oui. Donc, si vous voulez nous aider, c'est la meilleure façon de le faire. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, évidemment YouTube, TikTok, etc. Donc, abonnez-vous, ça va nous aider grandement. J'aimerais également remercier le Fonds indépendantiste du Québec. On y reviendra dans cet épisode, mais vraiment, allez voir ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Donc, le FIDQ.Québec, le Fonds indépendantiste du Québec, ils sont extraordinaires. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Bock-Côté, évidemment, vous le connaissez. On va parler de l'indépendance du Québec, du camp du oui, de la gauche et de la droite dans le camp du oui. Est-ce que Mathieu Bock-Côté serait dans un camp du oui avec Québec solidaire? On répond à cette question-là. Et également, on parle d'immigration, d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, un épisode vraiment intéressant. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial comme à l'habitude. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Bock-Côté. Ça va bien? Bonjour, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai également à mes côtés mon ami David. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, très content de t'avoir à mes côtés. Donc, un épisode bien spécial, Mathieu. On est le lendemain donc de l'épisode de Tout le monde en parle où tu étais invité. Comment te sens-tu face à cet entretien-là que tu as eu? J'ai l'impression que ça s'est bien passé, à tout le moins pour moi. J'étais là pour parler de mon livre à l'origine, puis apparemment, d'autres voulaient parler d'autres choses. Donc, c'était l'occasion pour moi, par exemple, de rappeler à Jean-Sébastien Girard que René Lévesque n'était pas l'arrière-grand-père idéologique de Québec solidaire dans la définition du nationalisme, mais que René Lévesque était aujourd'hui, conforme à ce qu'on appellerait aujourd'hui un nationaliste dit identitaire, c'est-à-dire dans sa définition de la nation, dans son rapport à l'immigration, dans sa critique, ça j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais des chartes de droit. Donc c'était l'occasion de rappeler qu'il y a des personnages historiques quelquefois qui sont réinventés, je dirais falsifiés, transformés en symboles, mais le symbole n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc c'était l'occasion de rappeler à Girard que René Lévesque n'était pas exactement un enthousiaste de l'immigration massive. C'est dans quel sens que, selon vous, René Lévesque était un nationaliste, disons, identitaire, comme vous le dites? Il faut lire les premières pages d'Option Québec. Dans les premières pages d'Option Québec, donc le texte fondateur de l'indépendantisme dans la séquence péquiste, eh bien, les premières pages, il y a une définition de la nation où il dit, par exemple, de certains qui se sont trop éloignés de leur peuple, qui sont étrangers mentalement, psychologiquement à la condition québécoise, ne sont déjà plus des nôtres. C'est le langage du déracinement, presque de la trahison. C'est un langage qui n'est pas le mien, soit dit en passant. Mais par là, ici, dans un texte qui précède le référendum de 80, il nous dit, on est à je pense, un an avant le référendum ou un an et demi. Il dit, le pire scénario, ce serait qu'on ait 48% pour le oui. Donc, ça voudrait dire qu'une très nette majorité de francophones auraient voté oui, mais il aurait été bloqué par la minorité anglaise et par ceux qui s'y agrègent. Donc, il disait la même chose avec d'autres mots que ce qu'a dit Parizeau en 95. On est loin ici, encore une fois, de cette vision
désincarné de la nation où la majorité francophone ne joue aucun rôle. Donc, je pense que chez René Lévesque, on est devant quelqu'un qui s'inscrit dans la longue histoire du nationalisme québécois. Il avait dit, par exemple, je me rappelle, il s'inscrivait dans une histoire qui assumait tout à la fois le Bloc populaire d'André Laurendeau, l'Union nationale de Maurice Duplessis, la Révolution tranquille, ça va de soi. Il assumait l'héritage de Lionel Groulx, ce qui est quand même pas un détail. Donc, il assumait une histoire qui, aujourd'hui, on a tendance à répudier. Je trouve qu'il y a un phénomène semblable avec le général de Gaulle en France, qui est un personnage qu'aujourd'hui, tout le monde s'en réclame à condition de l'avoir vidé de toute substance. Et de temps en temps, il est utile de revenir vers le personnage historique réel, qui est tout à fait intéressant pour peu qu'on s'y penche. Mais c'est certain, par contre, que René Lévesque, on va être d'accord là-dessus, a quand même combattu l'emprise du clergé sur la société québécoise, notamment avec la Révolution tranquille. Ah, bien sûr, non, mais René Lévesque est un homme de la Révolution tranquille, mais c'est un homme pour qui la Révolution tranquille s'inscrit dans la continuité de l'histoire d'affirmation du peuple québécois. Le Bloc populaire, Duplessis, je l'ai dit, avant son pré remonté Honoré Mercier, donc ce n'est pas un clérico-nationaliste, sans le moindre doute, mais c'est quelqu'un qui assumait la totalité de notre histoire et qui n'avait pas la tentation, aujourd'hui très étrange, de définir la nation simplement comme une association d'individus déliés habitant un territoire administratif sans identité historique propre. Donc il savait ce qu'était un peuple, et René Lévesque, de ce point de vue, parlait le langage de ce qu'est un peuple. Aujourd'hui, on a de la difficulté à parler ainsi, parce que dès lors qu'on parle du peuple dans sa dimension historique, culturelle, enracinée, dans sa continuité identitaire, on a l'impression d'être dans ce qu'ils appellent aujourd'hui l'exclusion. Il ne s'agit pas d'exclure personne. Il s'agit de reconnaître qu'un pays existe parce qu'il est enraciné dans une population qui a été travaillée par l'histoire. Et ce travail de l'histoire, c'est ce qui fait en sorte qu'une population devient un peuple et que ce peuple peut vouloir s'autodéterminer. Puis ensuite, un peuple qu'on peut rejoindre, on vient d'ailleurs, évidemment, mais on peut le rejoindre si on apprend à dire nous avec lui. Puis René Lévesque aussi, c'est un homme qui faisait de la défense des minorités, des droits des minorités, quand même un combat essentiel pour lui, notamment la communauté historique anglophone. C'est peut-être là où il y a c'est un homme complexe, disons, simplement, René Lévesque. Alors, c'est particulier parce que, oui, on dit, par exemple, par rapport à François Aquin. François Aquin, qui était partisan, au moment de la fondation du Parti québécois, de l'unilinguisme à peu près intégral. Vrai. Mais René Lévesque a accepté, c'est le moins qu'on peut se dire, la loi 101 dans sa version d'origine. La version d'origine de la loi 101, René Lévesque l'embrasse. Il l'accepte. On dit qu'il l'a accepté après quelques contorsions, mais il l'accepte. Demandez-vous aujourd'hui si la loi 101 dans sa version originale serait encore acceptée par le plus ardent des identitaires québécois. Alors là, on est devant un homme qui manifestement, puis le souci des minorités, évidemment, qui voudrait dire « je veux persécuter les minorités ». Je ne connais pas de crétin qui dirait des choses semblables. Mais il disait... Mais il voulait garantir les droits des minorités, notamment la communauté anglophone, puis il y avait horreur des discours qui disaient de Bourgault, de Aquin, donc c'était un homme qui était complexe à ce niveau-là. Mais tout le monde reconnaîtra la complexité de René Lévesque. Mais dans sa définition de la nation, j'y reviens, on était devant quelqu'un qui savait que, disons, pour lui, un peuple sans culture, sans langue, sans identité, qui se réduirait à une proclamation inclusive n'aurait pas été un peuple. Puis je trouve que c'est tout à fait légitime. On est tous d'accord avec ça. Hélas, non. Non? Qui n'est pas d'accord avec ça? Tous ceux qui aujourd'hui, dès lors qu'on dit laïcité, identité, maîtrise de l'immigration, maîtrise des frontières, tout de suite disent nationalisme ethnique, fermeture, exclusion, eux ne sont manifestement pas d'accord avec ça. Là, je m'en désole. Ah oui, on pense à qui à ce moment-là? Il y a une partie de QS qui est dans ce discours-là, une partie d'une forme de gauche indépendantiste qui pratique un étrange chantage qui dit « Nous voulons nous joindre au mouvement indépendantiste, mais sachez que 95% des indépendantistes sont des potentiels racistes et xénophobes, et ainsi de suite, parce qu'ils rappellent ce fait sociologique central et indépassable. Il y a au Québec une majorité historique francophone, et c'est parce qu'il y a cette majorité qu'il y a un peuple québécois. Et si cette majorité en venait à fondre démographiquement pour n'être plus qu'une communauté parmi d'autres dans un Québec pluriel trudeauisé, comme je disais hier à Tout le monde en parle, bien le peuple québécois n'existerait plus. Le Québec serait désormais une population canadienne bilingue, où il y aurait par ailleurs un fonds francophone encore actif, mais où les francophones, où le français ne serait plus au pouvoir, les francophones auraient des droits, comme ils en ont au Nouveau-Brunswick, mais nous ne serions plus une société où le français est la norme. Très intéressant. On aura l'occasion de revenir plus tard dans l'échange. On va revenir au sujet donc de l'indépendance. Comment es-tu devenu indépendantiste? Je l'ai toujours été. Toujours été. Mon père était historien. Il y avait eu, au cours classique, il avait eu comme professeur Raymond Barbeau. Barbeau, qui est une figure de l'Alliance laurentienne, le mouvement qui est antérieur au RIN dans l'histoire de l'indépendantisme québécois. Ensuite, il y a eu, et plus important pour lui, il y a eu Maurice Séguin, donc le principal théoricien de l'École de Montréal, comme professeur à l'Université de Montréal. Il y a eu aussi comme professeur Michel Brunet et Guy Frégault. Donc, il y a eu véritablement
l'école de Montréal, qui était la matrice de sa formation intellectuelle et politique. Ma mère, de son côté, était moins politisée au sens pas militante, mais je sais que mon grand-père Bock, Charlemagne Bock, on m'avait raconté ça, accueilli Marcel Chaput. Marcel Chaput, un des fondateurs du RIN. Autant Marcel Chaput, alors c'est une histoire moins connue aujourd'hui, il rompt avec le RIN autour de 63, je crois, pour fonder le Parti républicain du Québec. Et pourquoi rompt-il avec le RIN? Il dit le RIN est un peu trop à gauche, il faut avoir un parti qui est centré sur l'indépendance du Québec et qui ne soit pas associé à une idéologie en particulier, notamment le laïcisme et ainsi de suite. Donc il fonde le PRQ, le Parti républicain du Québec, puis il va faire 2 grèves de la faim de mémoire pour soutenir sa cause. De mémoire, mon grand-père Bock l'avait accueilli. Donc, j'entends par là que je viens d'un environnement où l'indépendance du Québec n'est pas une option, c'est une évidence. Ce qui fait que j'ai toujours, dans la bibliothèque familiale, qui est une bibliothèque assez garnie, tous les textes du mouvement étaient là, mais aussi des discours d'Honoré Mercier. Je pourrais faire une longue liste de tout ce qu'on avait à la maison. Il y en avait aussi toute la collection du journal Le Jour. On avait la collection du journal Le Point de Mire de mémoire, qui était le magazine indépendantiste des années 70. Donc, c'était un environnement qui m'était naturel. Et ce qui fait que très jeune, je me suis engagé dans le mouvement indépendantiste. Je crois que ma prise, en fait, une forme de prise de conscience en quelque temps. On est en 90, je crois. Bien que j'ai des souvenirs avant. Mon premier souvenir politique, aussi étrange que ce soit, c'est la démission de Parizeau. C'est Parizeau qui, en 84 ou 85, quitte le gouvernement parce qu'autour de la question le pays, l'État-nation que nous croyons, auquel nous croyons, bon, il rompt parce qu'il dit le PQ bascule dans le beau risque. Je n'en suis pas. J'ai un souvenir vague, étrange, probablement reconstruit avec le temps, mais la trace de ce souvenir est réelle. C'est la démission de M. Parizeau. Et ensuite, mon premier souvenir actif, je crois, c'est en 90, juste un peu avant l'échec de Meach. Je demande à mon père, qu'est-ce que c'est l'ACMI? Le LACMI, etc. Qu'est-ce qui arrive si le LACMI est adopté? Avec les questions que pose un enfant. Mon père me dit, si Meach est adopté, est accepté, eh bien, ça va être... le Québec va être reconnu, mais ça va rendre les choses plus compliquées pour les indépendantistes. Puis là, je dis, mais de mémoire, ça, c'est un souvenir assez touchant pour moi. Je dis, mais c'est pas bien ça, papa, il nous faut notre pays. Puis là, je me souviens, mon père me prend par le bras et me dit, oh, mon gars! Donc, comme s'il y avait une forme de transmission qui s'était déjà opérée. Et donc, j'étais militant très, très jeune pour la cause nationale. Et je me suis toujours vu comme un militant de la cause de l'indépendance, un compagnon de route du mouvement national. Et puis, je le suis encore. En 80 puis en 95, on s'est demandé pourquoi avoir un pays, puis on a essayé de se donner le moyen d'en avoir un. Aujourd'hui, en 2025, pourquoi faire du Québec un pays? Les raisons demeurent les mêmes, c'est-à-dire mettre chez soi. Donc, de se gouverner soi-même. Moi, je me dis, c'est une formule que j'utilise souvent, mais si les Moldaves, les Marocains, les Suédois, les Danois, les Algériens, faites la liste, peuvent se gouverner eux-mêmes, je vois pas pourquoi les Québécois seraient la seule tribu improbable à l'échelle de l'histoire qui devrait confier son destin à un autre peuple, surtout qu'on est, c'est le moins qu'on puisse dire, déjà équipé institutionnellement, culturellement, étatiquement pour avoir l'indépendance. L'aspiration naturelle d'un peuple, c'est l'indépendance. Et pour nous, je pense que ça devrait aller de soi. Ensuite, il y a des raisons particulière. L'urgence particulière aujourd'hui, c'est évidemment le cadre canadien dans lequel on évolue. Donc, on est dans un cadre qui, fondamentalement, s'est refondé en 1982 sur la censure de notre existence nationale. L'objectif de la Constitution de 82, c'est la négation de la question québécoise. Et c'est réussi. C'est le remplacement symbolique des 2 peuples fondateurs ou des 2 nations par le multiculturalisme, ce qui fait que dans l'ensemble canadien de 82, nous ne sommes plus un peuple sur 2, mais nous sommes une province sur 10 et une communauté culturelle parmi d'autres. Donc, le Canada de 82 a liquidé jusqu'aux dernières traces de ce qui n'était pas un pacte entre 2 nations, j'y ai jamais cru. Mais les Canadiens français, les Québécois avaient cru à ça. Ça a liquidé jusqu'aux dernières traces et le Canada tel qu'il se développe aujourd'hui, c'est un Canada où nous sommes progressivement expulsés symboliquement de notre propre pays. Donc, non seulement le fait français a été balayé partout au Canada, mais au Québec même, si la tendance se maintient, nous deviendrons minoritaires d'ici quelques décennies. Et un peuple minoritaire chez lui est un peuple qui est condamné à la survie avant de devenir folklorique et agonisant. Et par ailleurs, si on veut se rajouter une raison, mais là vraiment circonstancielle, je pense que le régime de 82
avec son espèce de multiculturalisme radicalisé et fanatique, est une espèce de régime dont on doit s'arracher parce qu'il abîme le pays qui en subit la tutelle. Mais les raisons fondamentales, c'est mettre chez soi, se gouverner soi-même, être indépendant, ça a une valeur en soi. Moi, j'ai toujours été exaspéré par ceux qui disent l'indépendance, mais à condition de la gauche. L'indépendance, mais à condition de la droite. Non, l'indépendance est une valeur en soi. Et ensuite, je pense que c'est ce par quoi c'est la condition de la survie de notre peuple. Pardonnez-moi, si on ne devient pas indépendant d'ici, je dirais, la dernière séquence qui nous est offerte, dans la prochaine décennie, ben, nous serons contemporains de notre vivant, moi, mais vous encore plus, de la mort de notre peuple. Et être contemporain, survivre à son peuple qui meurt, c'est quelque chose d'absolument terrible, je n'en doute pas un seul instant. Je rejoins sur la philosophie du maître chez vous, puis que l'indépendance, c'est un Québec, c'est une valeur en soi, mais c'est cohérent. Et donc, pourquoi on n'est toujours pas un pays en 2025? Parce que le colonialisme britannique a fonctionné d'abord. En 80, on était quand même... Le régime britannique a été fondé ici sur l'idée de la promotion d'une élite. Stephen Kelly avait écrit un très bon livre là-dessus, La petite loterie. Le deal canadien est le suivant. Il y a une petite élite qui est promue et dont la fonction consiste à faire accepter aux conquis leur subordination. Donc, eux, leurs privilèges dans l'ordre social dépendent de leur capacité à nous faire accepter cette subordination. Au fil de l'histoire, ça change de mots. On n'utilise plus les mêmes termes. Donc, les Québécois ont l'impression de vivre, et c'est pas faux, dans une société libre, démocratique, et ainsi de suite. Mais ils ont intériorisé l'idée que par eux-mêmes, ils peuvent gérer au niveau québécois les affaires de base, là, l'organisation sociale, mais les questions régaliennes, les questions fondamentales, les questions qui relèvent de la souveraineté, relèvent d'Ottawa. Puis ce réflexe de soumission étrange et presque... une soumission étrange, je me contenterai de ce terme, au maître anglais. On l'a vu au moment des dernières élections fédérales avec Carney, nous étions sauvés par le grand banquier anglais qui allait nous tenir tête au terrible Trump. Et là, on se donnait collectivement au maître anglais qui allait nous protéger. Donc, je pense que cette dimension-là. Ensuite, les 2 défaites référendaires nous ont fait mal. Ça, je pense que la deuxième nous a cassé les reins profondément, nous a brisé les reins. Et ça nous a pris du temps. On a préféré refouler la défaite dans une forme de « il ne s'est rien passé ». Alors que dans les faits, le Canada continuait à nous neutraliser, nous déconstruire. Et ensuite, il y a aussi, pourquoi ça va? En 1995, la majorité historique francophone a voté oui à 61%. Mais Ottawa a utilisé, comme l'a toujours fait, l'immigration massive à la manière d'un instrument pour créer un verrou démographique sur l'avenir politique du Québec. Et ce verrou a fonctionné à ce moment. Il est encore plus fort aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit définitif. Je pense que les francophones peuvent encore faire un vote massif pour l'indépendance. Mais l'indépendance n'est pas qu'une question de bons arguments contre de mauvais arguments. On est dans une structure de pouvoir qui est le Canada, qui n'a pas envie de voir son cœur historique s'en extraire, qui est prêt à prendre les moyens nécessaires pour mater ce qu'il voit comme une rébellion illégitime. Et on notera que chaque défaite nous a toujours fait grand mal. En 80, il nous donne 1982, c'est-à-dire une constitution qui nous prive de certains pouvoirs fondamentaux. 95 nous donne la loi sur la clarté, avec le plan B aussi. Donc là, la mise sous tutelle de notre démocratie par Ottawa. Donc c'est des rapports de pouvoir. Mais les Québécois veulent tellement croire qu'ils vivent dans une société normale et tranquille, et ça va bien, qu'on ne veut pas nommer les rapports de pouvoir parce qu'on a l'impression d'être ringard, on a l'impression d'être folklorique, on a l'impression d'être paléo-falardiste. Et le fait est que ces rapports de pouvoir entre peuples existent et je connais aucun État qui accepte de se laisser dépecer d'une grande part de son territoire ainsi aussi facilement. Et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime dans l'histoire de notre mouvement pour M. Parizeau. M. Parizeau savait que l'indépendance, c'était pas simplement dire regardez, on est gentil, on le mérite, est-ce que vous pourriez nous accorder votre permission, s'il vous plaît? Non, à un moment donné, ça implique c'est une rupture, c'est une décision démocratique, évidemment, mais ça implique une résolution. Et ça, M. Parizeau, c'était à force de 95, tout était préparé. Tout était préparé pour que ça fonctionne. Ça a échoué. Mais donc, à votre question, je pense qu'on subit aussi un régime qui fait tout ce qu'il faut pour qu'on ne quitte pas. Qu'est-ce que ça va prendre la 3e fois, s'il y en a une? On l'espère, on sent qu'il va y en avoir une d'ici quelques années. Qu'est-ce que ça va prendre, cette 3e fois-là, pour que le peuple québécois se dise enfin, oui, nous voulons la liberté? C'est un réflexe de survie maintenant, je crois. Je pense qu'on est rendu à ce moment de l'histoire où l'indépendance se confond avec la survivance. J'ai souvent dit que les Québécois sont très doués pour survivre. Ils font le dos rond, ils traversent les hivers, ils traversent les saisons, ils savent tenir. Puis un siècle plus tard, ils sont encore là.
Vous connaissez peut-être la surprise de Tocqueville lorsqu'il fait son voyage en Amérique. Puis là, il monte un peu, on lui dit, monte vers le nord. Là. Puis là, il entend parler français. Puis là, il dit, mon cheval aurait-il parlé, j'aurais été moins surpris. Donc, il découvre un peu moins d'un siècle après la conquête, on était encore là. Puis on est encore là aujourd'hui. Mais le fait est que là, il y a un risque qu'on ne soit plus là dans quelques décennies à cause des changements démographiques en accéléré. Pardonnez-moi. Donc, je pense que les Québécois vont se dire la prochaine fois, tout le moins c'est sur ça que je mise, c'est notre dernière chance. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et devant justement le délire diversitaire d'Ottawa, devant le délire multiculti d'Ottawa, devant le sentiment de la perte de la métropole qui est une forme d'arrachement terrible, mais c'est notre dernière chance, en fait, de nous donner un pays. Donc, je pense que c'est ce sentiment d'urgence, ce sentiment de la dernière chance qui va réveiller les Québécois qui, pour l'instant, sont moins, lorsqu'ils répondent au sondage, votent moins non sur le mode de la conviction, mais sur le mode « dérangez-nous pas avec ça ». Mais quand la question se pose à nouveau, je crois qu'il va y avoir une décongélation du bloc électoral et une transition sérieuse de beaucoup d'électeurs vers le oui. Quand on parle justement de la disparition du peuple québécois, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle de l'anglicisation, notamment de Montréal? C'est la première chose. C'est-à-dire quand un peuple qui devient... Parce que moi, je pense que l'anglicisation est le premier facteur. Ensuite, il va y avoir ce moment où on va constater qu'on a perdu. Le jour où on constate qu'on a perdu, que ça arrivera jamais, que l'espoir lointain du pays est à jamais impossible. Pourquoi? Parce que, justement, la majorité historique francophone aurait été à ce point minorisée qu'elle n'a plus d'emprise sur son destin. À ce moment-là, on va connaître un sort assez triste, je pense. C'est une forme de néo-prolétarisation des francophones. Donc, il va y avoir ceux qui vont vouloir faire une carrière, c'est normal dans la vie de vouloir faire une belle carrière, vont... Je crois, en l'espace d'une ou deux générations, plus une que deux, vont se canadianiser assez rapidement. Donc, il va y avoir une forme de nouveau peuple qui va prendre forme chez nous, où il va y avoir une forme de néo-peuple montréalais, appelons ça comme ça. Donc, bilingue, multiculturel, et ainsi de suite. Puis, il va y avoir dans les régions des francophones qui ne seront pas dans l'équivalent des bayous, là, on s'entend, mais qui vont être dans des espèces de régions folklorisées où le référent Québec traditionnel ça va être un référent de déclassement social. Puis ensuite, bien sûr, donc, dans un siècle, il va encore avoir, il faut s'entendre, dans un siècle, il va encore avoir des gens dans la vallée du Saint-Laurent qui, quand ils se pètent le gros orteil, ils vont dire tabarnak. Là. Il va en rester pour un siècle, pour 2 siècles. Mais ça va devenir folklorique, résiduel, et notre peuple deviendra étranger à lui-même. Donc ça, je pense que c'est... si on n'est pas hanté par cela, c'est qu'on n'a pas compris la dynamique démographique et politique qui est la nôtre aujourd'hui. Ensuite, je veux croire que les Québécois, sachant cela, même s'ils n'y pensent pas tous les jours, ont une forme d'instinct de survie qui peut se réactiver devant cette possibilité. C'est qu'est-ce qui cause cette disparition-là, comme vous la nommez, du peuple québécois? Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est notre incapacité à bien intégrer les nouveaux arrivants? Ça, l'auto-accusation en la matière, je la trouve un peu facile. Les immigrants arrivent en Amérique du Nord, globalement dans l'Empire américain. Il y a un truc au nord qui s'appelle le Canada. C'est plus calme. C'est plus calme que les États-Unis, mais en échange, c'est un petit peu moins riche. Ils arrivent au Canada, qui est un pays qui leur dit, vous avez le choix, c'est un pays anglais, globalement, on ne se compte pas d'histoire. Puis au Québec, vous avez le choix entre le français et l'anglais. Autrement dit, le français n'est pas la norme. Ottawa s'assure que vous puissiez avoir tout un circuit de socialisation seulement en anglais. Donc, et par ailleurs, donc déjà, l'identité qui a la force d'attraction en Amérique du Nord, c'est pas l'identité québécoise. Tu sais, j'ai des délires de toute puissance des fois, mais j'ai pas l'impression que le Québec est une puissance impériale. Il suffit d'entrer au Québec pour d'un coup être aspiré par sa profonde identité. C'est pas comme ça. En Amérique du Nord, on n'est pas les plus puissants, mais on ne le sera jamais. Donc c'est réglé. Donc dès lors, notre capacité d'intégration est factuellement moins grande que celle du voisin canadien ou du voisin, en plus encore de l'Empire américain. Et que de beaucoup de nations européennes, soit dit en passant. Donc, on a une capacité d'intégration limitée. Alors, on rencontre les 3 mots les plus importants de l'histoire, comme disait Brunet qui citait Toynbee, repris ensuite par Denis Arcand, le nombre et le nombre. Si vous recevez au-delà de votre capacité d'intégration, eh bien, vous assistez à la formation de 2 sociétés parallèles en quelque sorte, ou le développement d'un autre référent. Le référent canadien au Québec fait concurrence au référent québécois. Il s'exprime souvent à travers le langage du référent montréalais. Donc, on se dit montréalais, mais montréalais, c'est une forme d'identité pour ne pas se dire québécois, souvent. Donc, et là, plus vous recevez de gens que vous n'êtes pas capable d'intégrer, parce qu'ensuite, on nous dirait il faut investir en francisation. Oui, mais
C'est une vision très technocratique de l'identité, ça. L'intégration, ça C'est quand même essentiel. Ah, c'est fondamental. Mais si vous pensez que ça suffit, vous manque un élément. C'est une pierre parmi d'autres. C'est une pierre parmi 50. Donc, la francisation, puis là, on s'entend, moi, je veux franciser, mais vous mettriez, par exemple, là, 3 000 milliards de dollars en francisation, que ça ne changerait pas la donne fondamentale quand les Québécois francophones, quand la majorité historique francophone est minoritaire dans un environnement, elle n'a pas la force d'attraction. Vous avez peut-être lu récemment le rapport de Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, qui disait que une bonne partie des immigrants vivent aujourd'hui, ne rencontrent jamais ce qu'on appelle désormais les Québécois francophones de 3e génération et plus. Ça, c'est notre nouveau nom. Hein. C'est terrible. Les Québécois, on a été d'abord des Français, ensuite on était des Canadiens, ensuite on est devenu des Canadiens français, ensuite on est devenu des Québécois, ensuite on est devenu des Québécois francophones, ensuite on est devenu la majorité historique francophone, puis là, à un moment donné, on est des Québécois francophones de 3e génération et plus. C'est quand même compliqué d'être Québécois. On change de nom à chaque génération pour ne pas perdre les fils de notre existence. Quoi qu'il en soit, la démographie ne permet tout simplement pas aujourd'hui de rentrer en contact avec cette société, sauf dans ses institutions officielles. Mais ça, c'est à Montréal. Oui, d'accord, mais si les nouveaux arrivants s'établissent, comme je le vois, par chez nous, à Shawinigan, j'ose croire que la capacité d'intégration du Québec est beaucoup plus forte à ce moment-là. De vivre en tant que Québécois, peu importe, venu d'ailleurs ou né ici, à Shawinigan, en se disant, moi, je vais vivre comme à Toronto, bonne chance. Alors, je vous donnerai un exemple là-dessus, un exemple européen. Vous noterez que donc, l'immigration est là-bas massive et dispersée justement pour pas qu'elle soit concentrée à un seul endroit. Ça fonctionne pas toujours très bien. C'est-à-dire l'intégration ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Puis, si je peux me permettre, aujourd'hui, je sais pas que ça change dans 15 ans, mais les régions, parce que c'est un argument qu'on entendait beaucoup dans le péquisme des années 2000, se dit l'immigration va repeupler les régions. Vous n'avez pas compris. Les gars, si les gens fuient les régions, c'est parce qu'ils veulent retrouver les métropoles. La métropolisation est un mouvement constant dans nos sociétés. On ne va pas repeupler ça artificiellement avec des gens venus d'ailleurs qui arriveraient là, puis d'un coup, aura une forme de conversion québécoise ardente. Je la souhaiterais, hein. Je serais le premier à m'en réjouir. Le fait est que il y a des seuils dans une société. Puis vous voyez la bascule à Laval, par exemple. Moi, je suis un peu plus vieux que vous. Laval, dans mon temps, j'adore cette phrase, il y avait des circonscriptions qui basculaient d'une élection à l'autre, plus Chomédé. Chomédé, c'était comme le West Island de Laval, c'est ça. Mais maintenant, il y a Sainte-Rose qui, de temps en temps, exceptionnellement, sur un malentendu, les années bissextiles, et quand il fait beau tous les jours, qui peut voter bleu. Le reste, Laval est devenu une extension politique et démographique de plus en plus du West Island. Donc, manifestement, puis on verra ensuite, dans 15 ans, les 4-5-0, comment ça vote. Donc, quand le vote nationaliste commence à être gagnant potentiellement à Saint-Hyacinthe ou à Mirabel, ça devient compliqué. Puis je vous en ajoute une là-dessus. Dans mon temps, quand on calculait la carte électorale, on disait, bon, il y a, mettons, c'est le vote francophone qui fait l'élection au Québec, et le vote francophone est absolument dominant, hégémonique dans une centaine de circonscriptions, peut-être 105, 100. Aujourd'hui, on dit quoi, 80 ou 90 circonscriptions? Le nombre de circonscriptions qui sont déterminées par le vote francophone ne cesse de tomber. Si vous ne voyez pas là-dedans une perte de pouvoir collectif, encore une fois, je souhaiterais que l'intégration fonctionne formidablement bien, que la francisation s'accompagne d'une québécisation, qu'au bout d'une génération, il suffise d'être ici pour d'un coup s'approprier l'identité, l'histoire du peuple québécois. Je constate que la deuxième génération et la troisième, c'est de moins en moins le cas. Donc, la deuxième, surtout, j'ai en tête, mais aussi la troisième. Donc, je vois ça avec effroi. Donc, je sais qu'ensuite, la posture morale recommandée voudrait dire qu'il suffirait de les intégrer. Et si on tend la main, ça va bien se passer. Mais le problème, si vous faites l'histoire de la doctrine souverainiste de 95 à, je dirais, à 2014 environ, 2012-2014, la doctrine souverainiste dans ces années-là, on l'a vu au Bloc, au PQ, il fallait minimiser, amaigrir la définition de la nation pour la rendre le plus inclusive possible, on disait. Donc, on allait la réduire au plus petit dénominateur commun pour la rendre acceptable pour tous. Le problème, c'est que ça ne l'a pas rendu plus désirable pour autant. Un peuple qui s'efface et croyant par là intégrer et être plus attractif, se raconte des histoires. À la rigueur, c'est la force qui inspire l'intégration. Si on arrive quelque part, puis l'identité québécoise est tellement forte qu'il n'y a juste pas moyen de fonctionner en société si on n'adopte pas ces codes, alors là, l'intégration fonctionne. Mais quand la société d'accueil ne cesse de dire « Non, on veut être inclusif, ne vous encombrez pas de nos codes », on programme notre propre effacement.
Est-ce qu'on a vraiment eu ça au Québec? Ben, l'histoire du souverainisme post-référendaire. Alors là, vous me ramenez presque à votre âge. Mon premier bouquin, La dénationalisation tranquille, je montrais comment les conceptions de la nation proposées par les principaux intellectuels nationalistes ou souverainistes après 95 avaient pour principale fonction, ils appelaient ça le nationalisme civique à l'époque, mais pas seulement, de la vider de toute référence à l'histoire, à la culture, à la majorité francophone, même à la langue quelquefois, ça c'était quand même audacieux, ou à la langue réduite au statut de langue de communication. Et là, on a eu une vision de la nation tellement aseptisée qu'il y a eu un retour du refoulé. C'était la crise des accommodements raisonnables. La crise des accommodements raisonnables, au-delà de tel turban, de tel foulard, c'est d'abord en tout une majorité francophone qui disait, est-ce qu'on pourrait de temps en temps rappeler qu'on existe un peu, qu'on est un petit peu chez nous aussi? Et ce qui a été étouffé, oblitéré, nié, est remonté à la surface. Donc, oui, puis par ailleurs, le régime fédéral... qui est quand même le régime le plus puissant. Le gouvernement canadien est 1000 fois plus puissant que le gouvernement québécois. Lui fonctionne selon les codes du multiculturalisme le plus intransigeant. Et la nation québécoise ne peut être reconnue lorsqu'elle l'est qu'à la manière d'une trace dans le vocabulaire qui n'a aucune incidence et conséquences politiques. Oui, mais d'un côté, en même temps, le fédéral est très inclusif, est très diversitaire, très faites ce que vous voulez, puis finalement, c'est eux qui gagnent la partie de l'intégration. Mais c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'ils ont... Je peux me permettre, vous avez une vision plus on est là pour échanger, oui, c'est bien. Oui, vous avez une vision plus moralisante de la politique que moi. C'est-à-dire, Ottawa a le pouvoir. Ottawa donne le certificat de citoyenneté. Absolument. Ottawa, et la langue du Canada et de l'Amérique du Nord, c'est l'anglais. C'est pas le français, faut pas se compter d'histoire. Donc Ottawa dirait inclusion ou dirait gaga gougou ou dirait boum boum tigolo ou j'en sais pas, peu importe le mot qu'ils utiliseraient dans les faits. Celui qui arrive de l'extérieur arrive dans un État à la souveraineté canadienne, avec une identité canadienne forte sous le signe du multiculturalisme, mais qui est surtout une manière d'effacer le référent québécois, de le délégitimer, de le disqualifier. Donc, c'est pas le discours d'intégration d'Ottawa qui le rend désirable, c'est le fait qu'ils ont le pouvoir et qu'on ne l'a pas. Ben, on arrive quand même au Québec, j'ai l'impression, puis on reviendra à la souveraineté et aux arguments fédéralistes. J'ai l'impression qu'on est quand même capable d'intégrer une bonne partie des immigrants. On le voit là, avec des gens comme Boucard Diouf, avec des gens comme Kim Thuy. Donc, il y a quand même une intégration qui se fait. Puis sinon, je me dis, qu'est-ce qu'on fait si on se dit que l'intégration au Québec n'est pas possible? C'est immigration zéro, on peut pas faire ça. Non, on en reparlera. Mais premièrement, il y a des belles histoires. Hein. On en a dans nos vies personnelles. Donc, il y a des tonnes d'histoires d'intégration réussie, évidemment. Moi, je le vois au quotidien. Mais moi aussi. Cela dit, majoritairement, il faut en convenir, les populations issues de l'immigration votent non. Comme on convient d'ailleurs Ruba Gazal dans son dernier livre en disant très majoritairement, très massivement. Comme les francophones en 80. 80, c'est 50-50 chez les francophones. 95, c'est 61-39. En 95, effectivement. Quand vous avez des votes de 90% pour le non, de l'autre côté, ça crée un problème électoral, si je peux me permettre, un problème référendaire. Donc, vous constatez que même lorsque... Puis je leur en veux pas, on s'entend, moi je ne fais pas de morale là-dessus. Je comprends que lorsqu'on arrive dans un pays, on se veuille loyal au pays qui nous a accueillis, puis si on voit qu'une minorité sécessionniste bizarre qui en plus a raté son coup 2 fois, puis n'arrête pas de s'excuser d'exister, on n'a pas vraiment envie de rejoindre ces gens-là. Donc... Je pense qu'il y a des belles histoires individuelles qui existent. Mais le phénomène de... Puis comme je dis, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai. Il y a toujours, individuellement, on peut égrener des noms pendant des heures et des heures. Au final, le phénomène de masse, c'est que l'immigration massive contribue à l'anglicisation, contribue au basculement, à la canadianisation du Québec, contribue aussi... C'est le Parti libéral du Québec qui avait 7% récemment chez les francophones était capable d'avoir autant de sièges à l'Assemblée nationale. C'était grâce à quoi, selon vous? Donc, à un moment donné, ne soyons pas naïfs du point de vue d'Ottawa. L'immigration massive a une fonction politique. Absolument, puis on est d'accord là-dessus, puis je constate qu'il y a un problème d'intégration. Et ce qui nous manque, ce n'est pas simplement d'être plus inclusif et plus ouvert et tout ça. C'est pas parce qu'on manque de vertu et d'ouverture que l'intégration pleine et entière ne se fait pas. Mais on peut être plus fort, on peut mettre en place justement des cours de francisation qui soient plus accessibles, notamment dans les entreprises. Okay. On pourrait faire des cérémonies d'accueil pour les nouveaux arrivants. On pourrait avoir cette posture-là de « nous sommes chez nous, nous voulons vous accueillir, bienvenue chez nous ». Donc, on peut faire ça, mais pour moi, c'est très bien, je ne suis pas contre. Je trouve que c'est vertueux, c'est moral. Mais c'est globalement, je pense que votre cérémonie va être 10 000 fois moins puissante que la cérémonie de naturalisation de la citoyenneté fédérale. Ça, je vous le confirme. Il faut l'essayer pour le voir.
Parce que eux, ça veut dire quelque chose pour vrai. Nous, c'est comme si on arrive avec des colliers. C'est pas des colliers hawaïens, en fait, c'est la ceinture fléchée. Je dis, vous êtes des nôtres, très bien, mais la nationalité, c'est eux qui la donnent, pas nous. C'est Ottawa qui la donne. Oui, mais ça, c'est un bout de papier, on s'entend. Ils vont vivre parmi les Québécois, ils vont manger de la poutine, ils vont écouter des cowboys fringants, ils vont s'intégrer, ils vont être en contact, puis je pense que c'est une question de contact. J'aimerais bien ça, je trouverais ça formidable, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça marche. Ensuite, est-ce qu'il faut plus de francisation dans les entreprises? Évidemment, tout ça, je suis d'accord. Mais on revient, je pense, à la question fondamentale ici. Si on veut intégrer, il faut surtout d'abord recevoir beaucoup moins. C'est-à-dire, il faut stopper l'immigration massive. J'ai pas dit immigration zéro, il y a toujours dans l'histoire une nation n'a pas des frontières absolument imperméables. Mais je vois pas pourquoi il faudrait souhaiter avoir une politique d'immigration active comme on la connaît aujourd'hui, avec cette idée... De la CAQ. Oui, mais globalement, on a l'impression que... En plus, on se soumet aux intérêts d'un petit patronat qui est assez gênant quelquefois, qui dit notre modèle d'affaires repose sur la capacité à payer très peu des gens en les faisant venir de l'extérieur. Je m'excuse, je ne suis pas particulièrement marxiste de vocation, mais ces gens sont à deux doigts de nous dire qu'ils sont favorables à une forme de salariat qui est une forme de néo-esclavage. Donc, je pense qu'il faut, si on veut en ce moment intégrer, il faut d'abord recevoir beaucoup moins. Et ensuite, il faut que l'identité québécoise soit clairement affirmée à la manière de l'identité de référence ici. Puis par ailleurs, rien de tout ça va rien donner si on ne fait pas l'indépendance du Québec d'abord. Parce que ça, pour moi, c'est comme ça. C'est quand on va être indépendant que ça va être clair où les gens mettent le pied. Mais tant qu'on n'est pas indépendant, on a beau leur dire rejoignez-nous, il y a la poutine, puis il n'y a pas le boucher, il y a les cowboys fringants, et puis une ceinture fléchée peut-être, et puis sirop d'érable, c'est bien bon, la cabane à sucre, qu'est-ce que t'en penses? Au final, c'est des gentillesses, mais c'est pas des rapports de pouvoir structurants. On peut être en désaccord là-dessus. Moi, je parlais justement de cette proposition-là parce que je le vois beaucoup, ça se fait au Bloc québécois, puis je le vois en parlant avec des nouveaux arrivants, des nouveaux Québécois qui me disent, ben moi, c'est justement dans les cours de francisation, en allant à la rencontre de la culture québécoise que je me suis demandé, bon, ben là, je suis au Québec, mais est-ce que je suis Canadien ou Québécois? Puis ils se sont dit, ben non, tu sais, je consomme la culture québécoise, je suis Québécois, je parle français, donc... Je peux ajouter là-dessus que les cérémonies canadiennes, ça se fait par Zoom, c'est comme on t'envoie par PDF ton certificat, puis c'est comme... il y a moins... Comprenez-moi. Des cérémonies de naturalisation, on n'a pas ce pouvoir-là, mais des cérémonies de citoyenneté, appelez ça comme ça. Symbolique, là. Excellent. Faites-les, j'ai pas de souci. Des cours de... Rajouter de l'argent dans la francisation, très bien. Mais tout ça, je crois, notre déficit d'appui chez les communautés issues de l'immigration ne s'explique pas par un déficit d'ouverture de notre part, mais s'explique par le fait qu'Ottawa est plus fort que nous, tout simplement. Ça aussi, je pense que c'est ça. Et pour le reste, faites le cégep français. Pour le reste, mais tout ça, c'est du moyen terme, parce que dans les faits, il nous reste 10 ans pour faire l'indépendance du Québec. Et on va se retrouver, sinon, dans une situation où le poids des francophones va être à ce point réduit qu'on aurait beau voter oui à 70% de francophones, ça ne suffira plus. Donc tout ça, c'est bien important pour le moyen et le long terme, mais à court terme, il y a une urgence, c'est maîtriser autant que possible à court terme Mais justement, au niveau il y a une urgence. On ne peut pas attendre 40, 50 ans. On veut un pays, puis on veut surtout que on ait le plus de personnes derrière nous pour nous assurer d'avoir ce pays-là. Fait que si, j'ai l'impression que dans les discussions au niveau de l'immigration, parce que c'est principalement ce qui revient, puis moi, de ce que j'entends des personnes qui vont critiquer le mouvement indépendantiste, ils vont dire que on semble se refermer sur certains groupes plutôt que de dire, OK, on doit gagner, puis c'est la dernière chance de pouvoir le faire. Fait qu'on va chercher tous les groupes qu'on est en mesure, puis on travaille avec justement tous les groupes dont je suis issu de l'immigration, parce qu'on ne peut pas les laisser acquis au mouvement fédéraliste sous l'impulsion ou sous l'idée simplement que, de toute façon, le camp du oui est fermé, puis il ne veut pas de vous, fait qu'elle n'est pas... Je vous rassure, premièrement, je suis favorable à ce qu'on parle à toutes les personnes qui vivent au Québec. Ça va de soi. Ouais. S'il faut le préciser, précisons-le, mais ça va de soi. Ensuite, vous avez des ressources limitées dans votre vie. Je veux dire, j'en ai, on a plus ou moins, mais on en a limité. Je vous soumets humblement que les efforts immenses que vous ferez pour être capable de convaincre la communauté anglophone de voter oui vous mettrez tout ce que vous avez comme ressources, ça ne donnera rien. Parce que si vous êtes un anglophone au Québec, vous n'avez objectivement pas intérêt
à voter pour l'indépendance du Québec. Si j'étais un anglophone, je ne serais pas pour l'indépendance du Québec. J'aurais pas envie de devenir une minorité dans un nouvel État francophone. J'aurais pas envie, puis c'est normal, tout comme j'ai pas envie, comme Québécois, d'être en minorité dans le Canada. Donc, ils ont des intérêts objectifs. Ensuite, vous semblez croire que la communication, le discours souverainiste peut se rendre à chaque communauté, entre guillemets, simplement si on y met de la bonne foi. C'est pas comme ça que se structurent les rapports sociaux, je pense. Encore une fois, il faut le faire. Hein. N'hésitez pas, si vous avez du temps là-dessus, à aller convaincre toutes les personnes, quelle que soit leur origine, il n'y a pas de souci. Mais le groupe historiquement porteur du projet national, ce sont les Québécois francophones, la majorité historique francophone. C'est le groupe où l'appui au oui peut croître rapidement. C'est dans ce groupe-là, puisque l'appui au oui peut croître rapidement, ça peut avoir un effet d'entraînement sur le reste de la société. Et par ailleurs, je constate que selon les communautés, ensuite, vous allez voir, chez les Français, il y a un plus grand taux d'appui, évidemment, à l'indépendance. Ça va de soi. Il fut un temps, chez les Haïtiens, on avait une possibilité d'appui plus élevée. Chez les Chiliens, bon. Mais globalement, donc comme je dis, moi, je veux que tout le monde vienne. Tout le monde. Dans le comté de Gérald Godin aussi, il y avait beaucoup de nouveaux arguments. Mais vous connaissez la formule de Gérald Godin, hein? C'était terrible. Il dit, je me suis fait des tonnes d'amis, mais j'ai jamais gagné un vote. Ben ça, c'est faux. Il a gagné des votes. Non, mais la formule, vous la comprenez. C'est-à-dire, il disait, la gentillesse, l'amabilité ne crée pas un mouvement d'adhésion politique. On peut avoir tous les amis du monde, de toutes les origines du monde. Vous constaterez, je crois, qu'en 95, comme aujourd'hui, quand je parle du score du Parti libéral, il y a une orientation du vote en fonction de la langue, en fonction de... Ça, c'est sûr, la langue, oui. Bon, la langue et de l'appartenance au groupe. Bon, oui, et ça, je pense que c'est une donnée de base. Or, si on décide de le nier, parce qu'encore une fois, si on est dans ce réflexe perpétuel québécois d'auto-accusation de manque d'ouverture, je pense qu'on se fait, premièrement, un mauvais procès. Je pense qu'on n'est pas un peuple pas ouvert, comme on dit, on est un peuple accueillant. L'histoire en témoigne. Ensuite, ce n'est pas se refermer sur soi-même que de rappeler qu'on existe. Comme ça. J'ai pas l'impression que quand je vois... D'ailleurs, sur dit en passant, je note que chaque communauté au Québec, entre guillemets, est invitée à célébrer ses traditions et ses coutumes, mais quand la majorité historique francophone rappelle que, ben, ici, bon, on n'est pas une communauté parmi d'autres, on a fondé un pays, ben là, c'est vu comme la fermeture. Donc, il y a une forme c'est une expulsion symbolique de la majorité francophone qui doit s'oblitérer pour qu'advienne la diversité. Je ne suis pas certain que ce soit le pari gagnant du siècle. Ensuite, la main doit être tendue à tout le monde, puis individuellement, on peut convertir tout le monde à la cause nationale. Je vous invite à raisonner aussi en termes sociologiques et démographiques pour voir dans quel domaine vous pouvez faire des gains réels à court et moyen terme. Mm-hmm. Ben, comme vous l'avez dit, c'est sûr que c'est certain, puis tout le monde, je pense, va le reconnaître. Ruba Gazal, vous l'avez cité hier, Tout le monde en parle. Il y a une concurrence très forte entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois pour l'intégration, puis c'est naturel, malheureusement, que les nouveaux arrivants vont plus majoritairement vers l'État fédéral. Et la première mesure d'intégration qu'on peut faire, c'est l'indépendance du Québec. Voilà, ça. On est absolument d'accord. Ça, c'est le principe de base. C'est-à-dire que c'est l'indépendance qui rend possible l'intégration. Sinon, comme je dis, il y a des tonnes de belles histoires individuelles qui sont possibles. Je ne réfère pas à ma vie privée, mais on a dans nos proches des gens dont les ancêtres n'étaient pas en Normandie. Bon, c'est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne propose pas le tri des amours. Je ne pratique pas le tri ethnique. Je n'ai pas la passion raciale. Je laisse ça aux fédéralistes. Je laisse ça aux multiculturalistes. Je leur laisse l'obsession de la couleur de peau des uns et des autres. Ensuite, je constate qu'une culture, par ailleurs, n'est pas flottante à l'extérieur d'un groupe humain purement malléable, qui a une pâte à malaxer. Donc, le peuple qui est le nôtre a été capable au fil du temps d'intégrer des individus, des groupes un peu, mais à l'échelle de l'histoire, l'urgence qui est la nôtre, c'est que si la majorité historique francophone devient voit son poids fondre, l'indépendance deviendra structurellement impossible. Et ensuite, vous aurez toutes les cérémonies que vous pouvez souhaiter avec du fromage en crotte et puis la sauce brune, puis tout ça, puis en disant rejoignez-nous. Mais c'est pas négatif, tout ça, vous le présentez d'une drôle de manière, mais c'est beau la culture québécoise. Si j'avais quelque chose contre la culture québécoise, ça se saurait. Parfait. Mais vous avez présenté ça, c'est l'exemple que vous avez donné, la poutine et ainsi de suite. Je sais pas, je crois, j'ai peut-être une vision trop classique, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout politique, institutionnel, démographique. Puis si notre culture était la plus puissante, eh bien, je vais le formuler autrement.
On nous dit quelquefois les Québécois parlent pas un français assez bon pour qu'on ait envie de l'embrasser. Améliorons notre maîtrise de la langue et ensuite nous serons plus attractifs. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens apprennent l'anglais à Toronto ou apprennent l'anglais à New York ou apprennent l'anglais parce qu'ils le parlent si bien avec la diction parfaite de la langue de Shakespeare? Non, on parle la langue du plus fort dans un pays. Il serait bien qu'on soit les plus forts chez nous. Ben oui, absolument. Puis on est d'accord, on est absolument d'accord là-dessus. Bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur fidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. Sur les arguments fédéralistes, on avait envie de vous entendre là-dessus. Pensez-vous que c'est une chance pour les Québécois d'appartenir à la grande famille canadienne? Ah non. On entend ça régulièrement ces jours-ci. Non, c'est une chance pour une partie de l'élite qui s'est intégrée à la manière d'une forme de bourgeoisie complice à l'échelle de l'histoire qui, donc ce que je disais plus tôt, a fait un pacte terrible, c'est-à-dire leur position dans l'ordre social dépend de leur capacité à faire accepter aux Québécois leur subordination. Je précise qu'ils ne pensent pas dans ces termes-là à temps plein. On n'est pas devant je ne sais quel Machiavel méchant. Là. Mais l'Empire britannique, qui a été reproduit dans sa structure de pouvoir au Canada, dans la Fédération canadienne, avec Marc Chevrier a écrit des textes lumineux là-dessus sur la nature impériale du fédéralisme canadien. Les Britanniques fonctionnaient toujours comme ça. Ils choisissaient une élite, ils disaient « Venez avec nous, vous faites partie des nôtres, là. Vous deviendrez peut-être même des sirs et des lords. Vous aurez droit, vous aussi, à appartenir à l'élite de l'Empire. Mais en échange, vous allez entretenir la légitimité de participer à la domination de notre souveraineté sur vos populations. » Je pense que ça, c'est la structure du fédéralisme au Québec. Donc, c'est pour ça que les fédéralistes, individuellement, croient probablement à ce qu'ils disent. Bon. Mais globalement, ils défendent un ordre qui, historiquement, n'a pas d'abord cherché à se fonder par la vertu rationnelle de ses arguments. Donc, c'est pour ça, ensuite, on peut tomber sur des Trudeau, et ainsi de suite, qui croient au post-nationalisme, qui croient... Des gens qui sont... Par exemple, le père Trudeau détestait les Québécois. Il ne faut jamais l'oublier. Il se sentait absolument attaché aux Québécois, mais il les détestait. Il y avait cette formule à notre sujet, c'est ce dégueulasse petit peuple de maîtres chanteurs. Il y a le père Trudeau qui a aussi cette idée que la démocratie ne nous est pas naturelle aux Québécois. Donc, il faut qu'elle nous soit imposée de l'extérieur par l'anglais civilisateur qui nous impose la démocratie par le haut, parce que sinon, les Québécois laissés eux-mêmes feraient une forme d'ethnocratie terrifiante. Bon. Donc, ça existe au Québec, tout comme il y a des gens qui ont l'impression que le Canada est un vecteur d'universalité. Pour eux, le Québec, c'est comme la province. Là. Le Québec, c'est étouffant. Le Québec, c'est l'entre-soi. Puis, ils trouvent à Toronto ou à Ottawa une projection vers l'universel. Or, les indépendantistes ont toujours eu cette évidence de leur côté, me semble-t-il, que l'indépendance, c'est justement faire du Québec un lieu de projection vers l'universel. Parce que le Canada nous propose une forme de dissociation. Les grandes choses qui relèvent de ce monde, l'universel, c'est Ottawa, puis la gestion tranquille de la bourgade, c'est le Québec. Donc le Québec, c'est la gestion tranquille de l'entre-soi canadien-français, plus ceux qui viennent. Puis de l'autre côté, Ottawa, pour ceux qui ont des vraies ambitions, là, c'est là qu'on se trouve. Le propre du Québec, c'est l'indépendance. Si on est indépendant sur 5 ans, il y a un réseau d'ambassades, il y a une politique étrangère, tout ça, qui sont des institutions proprement québécoises qui permettent à ceux qui veulent se projeter dans l'universel, que ce soit sous le signe du service public, de l'armée, tous les secteurs qui composent une vie normale d'une nation normale, mais le Québécois n'a plus à s'expatrier dans l'ordre symbolique canadien pour être capable de s'accomplir individuellement. Le Québec offrira alors un ensemble institutionnel complet qui permet à ceux qui se voient plus cosmopolites, ceux qui se voient comme, faites la liste, ça, mais de le faire dans les paramètres québécois. Alors, c'est le drame en ce moment, c'est que le drame du Canada, du Québec dans le Canada, c'est que ça dit, si vous voulez avoir la belle grande carrière, ministre à Ottawa ou haute fonction publique fédérale, si vous vous contentez des affaires de la province, le Québec est pour vous. Puis ça nous enferme dans une définition provinciale et même paroissiale de nous-mêmes. Mm-hmm. Ils ont aussi souvent la vision de la quête de la stabilité. Puis ça, c'est particulièrement mobilisé quand
on va justement aborder la question monétaire, stabilité économique. Ce sont des arguments qui sont principalement mobilisés par le camp du non. Vous avez raison. On les... Alors, on ne sera jamais le parti de la stabilité. Faut être sérieux. C'est-à-dire, on veut fonder un nouvel État, on veut rompre avec un État du G7, on veut, dans les faits, créer un État indépendant qui va scinder le Canada en deux. Donc, on va être obligé de faire un deal avec eux pour avoir une libre circulation, pour que les Canadiens à l'est et à l'ouest du Québec puissent continuer d'interagir. Donc, on n'est pas le parti de la stabilité. Alors, je ne suis pas particulièrement Bourgault par tempérament. Je ne dirais pas qu'on est le parti de la révolution. On connaît son fameux discours où il cite Ho Chi Minh. C'est pas exactement ma religion. Mais, cela dit, donc on peut donner des gages de stabilité et de sérieux. Ce qu'avait fait M. Parizeau. Donc, regardez ce qu'on va faire. On peut s'assurer, ce que fait PSPP en ce moment, qui, je l'ai dit, tout le monde en parle hier, pardonnez-moi, est le chef indépendantiste le plus inspirant depuis Parizeau. Franchement, je le regarde aller, je suis impressionné. Il a une vision, il construit les équipes, il construit les arguments. Par exemple, sur la monnaie. On verra si sa doctrine prend, mais il prend au sérieux la question de la transition monétaire d'un Québec souverain. Donc, on peut, autrement dit, à votre question de la stabilité, qui est une question fondamentale, est-ce qu'on peut tout faire pour montrer que ce ne sera pas la catastrophe? Évidemment. Donc, il y a tout un truc à développer sur ça pour montrer qu'on n'est pas des farfelus, des utopistes, des gens qui se lancent dans le vide. Ensuite, ceux qui ont un réflexe de stabilité à l'esprit, qui ont peur de toute forme de changement, vont normalement se dire le Canada, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, et ainsi de suite. Mais ça fait partie de la vie. C'est-à-dire, nous, on est en échange, on peut être le parti de l'espérance, on peut être le parti de l'enracinement, on est le parti de l'identité, on est le parti de la fierté, on est le parti de la continuité historique au peuple québécois, le parti du grand élan romantique vers l'indépendance, s'il le faut. Mais on ne sera pas le parti de la stabilité. Ensuite, je pense qu'au Québec indépendant, je pense vraiment que la transition va se faire correctement. Je pense qu'un Québec indépendant, ensuite, va être comme tout État, dans sa permanence, dans sa stabilité. Mais le moment de bascule est là, puis ça ne sert à rien de faire croire que c'est la tranquillité des jours ordinaires. Par ailleurs, ça peut être exaltant. Puis, par ailleurs, je ne pense pas que ce sera une catastrophe. Ce qui revient beaucoup sous nos sections commentaires, parce qu'il y a beaucoup de fédéralistes qui nous écoutent, qui suivent nos réseaux sociaux, c'est cette idée selon laquelle les Québécois ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Ça, c'est la droite de Québec. Oui. Comment réponds-tu à ça? Bon, d'abord et avant tout, est-ce qu'on traite ça comme un discours politique ou un symptôme psychologique? Je sais que parlant ainsi, je n'aurais pas l'air du type le plus gentil sur Terre, mais le fait est qu'il y a dans une partie de la population québécoise francophone de souche, là, les bons nous autres, les nous autres intégrales, il y a chez eux une partie qui est tout simplement colonisée. C'est le phénomène Elvis Gratton. Ça existe. Ce sont des gens, ensuite, je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas surreprésentés à cause de l'effet réseaux sociaux. Tu sais, les vrais Elvis Gratton, hein, tu sais, l'espèce... Il y en a, ils sont assez pesants pour représenter, tu sais, il fut un temps où ça représentait une partie du fonds créditiste, ainsi de suite, bien que le créditisme était aussi passé chez les souverainistes, donc c'est plus complexe. Mais ça existe. Et ça, je pense que ceux qui sont convaincus de cela, c'est ce qu'on disait tantôt sur le bon maître anglais Mark Carney, ou inversement, chez les adorateurs de l'Amérique trumpienne, qui, quand Trump a dit 51e État, eux, ça les excitait, là. Puis ils espéraient se fondre dans l'Empire. Il y aura toujours des Québécois complexés. Tant qu'on ne sera pas indépendant, il y aura des Québécois complexés. Puis j'ajouterais même indépendant, vous savez, une petite nation, par définition, ne propose pas le même type d'aventure existentielle qu'un empire. L'empire dit, vous pouvez le mettre du monde. Bon. Ça répond à certaines psychologies. La petite nation dit, vous pouvez vivre tranquille, vous pouvez être fidèle à vous-même. Autrement dit, si je le disais en langage Seigneur des Anneaux, il y a l'enthousiasme du Gondor, mais il y a aussi, cela dit, la promesse tranquille de la comté. Et je pense que il y a ceux qui sont dans l'enthousiasme fou, c'est-à-dire, oui, on pourrait être 51e État, puis on pourrait être des Américains. Ben, c'est le désir de se fondre dans plus grand que soi parce qu'on se sent incapable de grandeur soi-même. Et ces gens oublient, hélas, que fonder un nouvel État est l'entreprise la plus exaltante qui soit. À l'échelle de l'histoire, fonder un nouvel État, accéder à l'indépendance pour un peuple, il y a quelque chose là-dedans qui, si on fait une histoire dans la longue durée des passions humaines,
la fondation d'un pays, la fondation d'une cité, la fondation d'un ordre politique nouveau, la fondation d'un État indépendant, c'est probablement la passion qui réchauffe et élève le plus le cœur et l'âme des hommes. Il en a, je dirais, toujours été ainsi. Et il faut vraiment vivre dans une époque de pragmatisme aplati, mais qui nous rend bêtes, mais un faux pragmatisme en plus qui cache les rapports de pouvoir derrière la prétention à nous enfermer dans les vraies affaires du quotidien. Il faut vraiment être d'un pragmatisme effrayant pour ne pas comprendre que la pleine existence d'un peuple est la chose la plus fondamentale qui soit. Puis on l'a vu au moment des gugus trumpiennes, parce que là, soudainement, on a vu les Feds, les fédéralistes canadiens, même les Québécois, se mettre à parler comme les indépendantistes. Je pense que c'est Mélanie Joly, si je ne me trompe pas, qui disait maître chez nous. C'était Stephen Guilbeault qui disait qu'il fallait défendre la souveraineté canadienne. C'est Stephen Harper qui disait pour défendre la souveraineté du Canada, il faut être prêt à faire des sacrifices matériels, réels, s'il le faut. Le Canada. Ouais, bon. Alors là, donc moi, je regarde ça, je dis, bon, mais vous, les Québécois, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais on était dans une séquence bizarre, une forme de COVID bis sur le plan psychologique. Bon. Mais donc voilà pourquoi moi, vous savez, ça recoupe, c'est pas notre conversation, mais je vous donne mon arrière-fond mental. Moi, je suis assez conservateur. C'est pas un secret, là, je suis assez conservateur, mais je suis pas d'abord conservateur pour des raisons de politique publique. Je le suis pour des raisons anthropologiques. Je pense que l'être humain, globalement, est une créature plutôt médiocre, c'est-à-dire exceptionnellement lumineuse, trop souvent monstrueuse, généralement médiocre, mais capable d'une petite bonté. Et le propre de la civilisation, c'est de nous faire progresser peu à peu grâce à des institutions, des codes culturels, des traditions, des idéaux qui nous sortent un peu de notre médiocrité ordinaire dans laquelle nous retombons si facilement. Parce que l'être humain, ce qu'il est, il est jaloux, il est un peu méchant. Il se réjouit, c'est Félix Leclerc qui dit le bonheur de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Bon. Puis pourtant, la culture nous travaille un peu, puis peut nous améliorer un peu, puis peut faire de nous, au fil du temps, peut monter le niveau. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne m'attends pas, mon indépendantisme est incandescent, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une forme de grand ralliement romantique définitif autour de l'idée de l'indépendance et que tous ceux qui ont été conditionnés depuis des siècles à s'y opposer d'un coup se réveillent. Je pense qu'on peut obtenir par ailleurs une majorité très raisonnable et significative chez les francophones qui nous permet d'obtenir le 51, 52 ou 50% plus 1 nécessaire pour faire le pays. Mais ceux qui veulent rester fédéralistes à tout prix le resteront. Puis ceux qui ont fait carrière dans le fédéralisme resteront fédéralistes. La bête humaine est ainsi faite. C'est parce que tu t'as bien mis le doigt dessus. On peut peut-être... Ah, c'est gentil, oui. Oui. J'ai l'impression que ces gens-là sont quand même déconnectés du Québec. Oui, on parlait justement des nouveaux arrivants, mais dans un certain point de vue, j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de la majorité francophone. Ces gens-là qui se disent, nous, on n'est pas québécois, on se sent plus canadien ou même américain, on aimerait être américain. Le Québec, c'est trop petit, c'est trop pauvre, on est médiocre, puis etc. Là. Ensuite, je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça, soyons honnêtes. C'est l'univers médiatique de Québec. Là. C'est compliqué. J'étais ce matin, je parlais à Dominique Moret, qui est un gars intelligent. Sans le moindre doute. Moret, c'est un gars intelligent, il a une belle carrière, c'est une figure influente à Québec. Il nous dit, les souverainistes, j'embarquerai avec vous, mais si vous aviez un plan de développement économique, de ressources naturelles et tout ça. C'est pas mon discours. Moi, je pense que disant cela, il témoigne d'un manque de confiance dans notre peuple, mais une figure comme Moret, il ne se dit pas fondamentalement fédéraliste. Loin de là. Il peut entendre un discours nationaliste si les circonstances y sont favorables. Puis j'ajoute, les circonstances-là, on y viendra dans un instant, c'est le volontarisme nécessaire pour les provoquer. Donc le référendum. Quand Jeff Fillion disait en débat avec Étienne-Alexandre Beauregard, brillant jeune intellectuel pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection, quand il dit, sur le plan identitaire, moi, j'ai aucun sentiment d'appartenance au Canada. Aucun. Ce sont des gens qui, pour l'instant, ne sont pas d'ardents indépendantistes, ils ne pensent pas à ça tous les jours. Mais s'il y a un référendum demain, ils vont être amenés à se poser une question. Est-ce que je reste dans le Canada, qui est le wokistan intégral, le multiculturalisme institutionnalisé, un pays qui singe les États-Unis en Amérique du Nord sans être capable d'avoir ni la grandeur ni la puissance et tout ça? Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je fais le pari d'un Québec indépendant? Moi, je pense que beaucoup de ces gens-là, sauf une minorité d'Elvis Gratton qui existe, là, je pense que beaucoup vont finir
par sinon voter oui, à tout le moins se poser la question. Puis là, c'est... Mais ces gens-là, ils disent que PSPP, c'est un socialiste. Oui, c'est un peu bizarre comme idée. Ils ne veulent pas embarquer dans un camp du oui avec PSPP, le Ouais, socialiste. ça, c'est un discours, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... Alors, je croyais pas trop à la théorie des fermatrolles, mais finalement, il y en a quand même quelques-unes. Mais ça, c'est Jeff Fillion, c'est Dominique Morel qui dit ça. C'est plus compliqué, c'est-à-dire ces deux-là disent PSPP, c'est pas notre homme, mais imaginons, là, si on, en 95, au référendum, il y avait Jean Garon, il y avait Louise Arel, il y avait Amir Kadir, il y avait Éric Duhem. Eh ben, je pense que pour la fois suivante, la prochaine fois, il faut trouver aussi des porte-paroles qui sont capables de parler à ce segment de l'électorat. Par exemple, Maxime Bernier. On peut en penser ce qu'on veut, mais Maxime Bernier, qui n'est pas un imbécile, qui porte une sensibilité qui fait quoi? 3% peut-être? 3-4% selon les jours? Ben, je m'excuse, ce 3-4%-là, il va compter au référendum. Ben, mais il faut faire de la place. Qui a dit tout récemment qu'il voterait oui s'il y avait un référendum. Je note que PSPP, à ce moment-là, a dit « Mais il y a de la place, vous êtes le bienvenu. Que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. » Donc, puis hier soir, quand j'étais chez Guy Lepage, je dis pour moi, dans le camp national, il y a de la place pour Jeff Fillion puis pour Guy Lepage. Il y a de la place pour Éric Duhem, s'il y revient. Puis je pense qu'il va y revenir. Vous pensez? Ouais. Ou Maxime Bernier. Et pour Ruba Gazal. Chacun aura ses raisons, mais chacun comprendra que c'est une occasion historique qu'on ne peut pas saboter pour je ne sais quelle tocade idéologique. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ça va prendre la gauche, la droite de Maxime Bernier à Ruba Gazal dans le camp du oui. Puis je le cite souvent ici, c'était comme ça en 80, c'était comme ça en 95, vous faites bien de le citer. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un contexte tellement polarisé entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est possible dans le prochain référendum? Oui, parce que le jour où le Parti québécois prend le pouvoir, pardon, avec 37%, pas immense, 37%, mais vu l'éclatement aujourd'hui du cadre de l'électorat, 37%, c'est assez pour le swing nécessaire, c'est l'élan pour être capable de porter la prochaine étape. Une fois que vous avez ça, eh bien, quand on pose une question à l'électorat, on le force, entre guillemets, à se positionner autour de cette question. Moi, alors, vous avez le privilège de la jeunesse. Je suis au seuil de la deuxième partie de mon existence. J'ai souvenir d'années où les indépendantistes comme moi, on était un peu comme le mononcle dans une fête qui a connu René Lévesque. Donc, il y en a toujours un qui a dit « Je vais parler à René! » Bon, ça existe. Moi, j'étais un peu celui-là sur le mode genre, les gens parlaient d'écologie, puis de mode de scrutin, puis ça. J'ai de l'indépendance. Donc, j'étais dans le rôle du mononcle fatigant. Puis à un moment donné, mais je croyais, autour de 2020, alors, en deux étapes. Quand il y a eu la crise d'accommodement raisonnable, 2007-2008, je me suis dit, le réveil de l'identitaire va conduire à un réveil du nationalisme qui va conduire à un réveil de l'indépendance. Ça prendra son temps, mais c'est le chemin qui nous y conduit, j'en suis convaincu. Puis ensuite, autour de 2020, j'ai vu une jeune génération indépendantiste se lever qui n'avait ni mes obsessions, ni mon imaginaire, ni ma manière de voir la question nationale, mais qui manifestement voulait s'inscrire dans l'espace public sous le signe de l'indépendance. En ces matières, moi, je pratique l'œcuménisme le plus intégral en matière d'indépendance du Québec. Pour peu qu'on porte le même étendard national, moi, j'ai de la place pour tout le monde dans ma coalition. Donc, j'ai vu ça arriver. Puis aujourd'hui, quand j'étais à la Joute où je travaille à LCN, donc j'étais il y a quelques années, puis j'adore être là parce que c'est vraiment un des rares lieux de vrai débat au Québec. Je disais... Vous allez voir, la question nationale va revenir. Vous allez voir le choc. Moi, je disais le choc notamment autour de la laïcité. La laïcité, on la veut. Ottawa nous dit non. Puis on va dire comment ça. J'appelais ça Me Too 2. Ensuite, il y a la question de l'immigration. Bon. Moi, j'ai dit, honnêtement, vous allez voir, par l'identitaire, la question nationale revenir. Puis c'est ce qui s'est passé. Donc là, pendant des années, les souverainistes étaient des gens qui avaient une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posaient plus. Et là, aujourd'hui, les Québécois commencent à se poser la question à nouveau. C'est ce qui explique mon optimisme raisonnable. Je prends quand même cette réponse-là au niveau de la gauche puis de la droite comme pour un camp du oui gagnant, il faut accepter le fait qu'idéologiquement, on sera imparfait puis qu'il y aura justement ces altercations qui se feront puis qu'on essaie pas de la régler ultimement, on fait juste l'accepter temporairement puis après, quand on a un pays, là, on commence on se tape dessus. Mais ça reste quand même que j'ai l'impression que c'est difficile, surtout dans le contexte où il y a quand même beaucoup de gens à droite qui vont beaucoup vomir sur la gauche, puis beaucoup de gens à gauche qui vont beaucoup vomir sur la droite. Puis on a un peu cette manifestation-là que finalement, le plus grand adversaire du camp du oui, c'est le camp du oui lui-même, plutôt que... Même si je vois que le plus grand adversaire, c'est Ottawa.
Ne nous trompons pas. La grande illusion des souverainistes depuis 1960, c'est de croire que c'est un débat entre nous, entre Québécois. Le fait est que, manifestement, il y a un acteur extérieur qui s'appelle le régime fédéral qui est prêt à tout pour nous empêcher d'accéder à l'indépendance. Ne croyons pas que nous sommes dans un pur exercice démocratique dans l'entre-soi québécois, puis au fil du travail argumentatif ou argumentaire, on va finalement décider collectivement de se donner un pays. C'est pas seulement ça le jeu. On est tous d'accord avec ça, c'est juste que on se nuit, on s'aide pas en se divisant entre indépendantistes. Ensuite, c'est la responsabilité élémentaire de chacun, quand on est indépendantiste, de ne pas pousser, je dirais, de ne pas transformer les désaccords idéologiques qui traversent toute coalition, de ne pas les absolutiser. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que QS sont des pas vrais indépendantistes. Quand ils disent qu'ils sont indépendantistes, je les accepte. Ensuite, il serait bien que les gens de QS ne traitent pas de racistes, de xénophobes, puis de pas inclusifs, puis de fermés, ceux qui ne partagent pas leur vision plus multiculturaliste de l'indépendance du Québec ou de la nation québécoise. Je pense que chacun devrait se garder à la fois une petite gêne et avoir un souci de coalition. Je veux dire, quand hier, j'ai posé la question à Ruba Gazal, j'ai rappelé justement la composition de la coalition 95. Dès lors qu'elle accepte cela, puis que l'indépendance du Québec n'a pas pour vocation non plus de créer dans les semaines ou les mois qui suivent, sous je ne sais quelle constituante, un modèle de pays qui serait constitutionnalisé et imposé à tous, comme si on confisquait l'indépendance du Québec pour imposer un modèle de société plutôt qu'un autre. Dès lors qu'elle accepte que c'est dans le cadre de démocratie libérale où chacun peut, une fois qu'on sera indépendant, avancer ses idées, puis tout ça. Moi, ces gens-là... Ensuite, je pense pas que c'est la part dominante. Le discours de QS deviendrait-il dominant dans le camp souverainiste? Je pense qu'on aurait, dans les semaines qui suivent, 18% d'appui les bons jours. Bon. Mais, donc pour moi, c'est pas le discours qui est dominant. Je pense que le discours dominant, qui doit être dominant, doit être identitaire dans le bon sens du terme, doit avoir le souci de la coalition, mais il y a de la place pour eux aussi. Si c'était Québec solidaire qui était premier dans les intentions de vote, est-ce que Mathieu Bock-Côté serait dans le camp du oui mené par Québec solidaire? Sans la moindre hésitation. Sans la moindre hésitation. Si le camp du oui était dirigé par QS... Regardez, je vous l'ai dit, assez conservateur. Dites-vous que le PQ des années post-référendaires, puis encore aujourd'hui souvent, mais surtout des années post-référendaires, j'avais de grandes réserves. Mais moi, je vote pour le camp indépendantiste. Donc, ensuite, si c'était dirigé par Ruba Gazal, puis Amir Kadir, puis il y avait un référendum le lendemain, je crois que je mènerais ma campagne parallèle pour le oui. Mais bien évidemment que je serais... moi, là-dessus, ça va de soi. C'est même une non-question. C'est-à-dire, je prends le camp indépendantiste tel qu'il se forme. Ensuite, j'espère que la tendance que je crois la plus porteuse... Je vais même aller plus loin. Si... Les conservateurs, ils ne sont pas. Si j'étais persuadé que l'axe progressisto, diversitaire, tout ça, était le plus porteur pour être capable d'avoir une coalition gagnante, je l'embrasserais sans souci. Je pense que c'est pas le cas. Mais j'accepterais, si on me disait, pour l'indépendance, il faut franchement pencher plus à gauche, tout ça. Si j'avais la conviction que ça pouvait nous donner la majorité nécessaire, aucun problème. En ce moment, je pense que c'est pas le cas. Les Québécois sont ce qu'ils sont. Je pense que la coalition qui va se construire va être sur le mode un peu scandinave, donc à la fois social-démocrate et identitaire, conservatrice culturellement, mais pas socialement. Donc une forme de coalition qui peut tenir ensemble ce que sont les Québécois. Mais présentez-moi Ruba Gazal, chef du camp du oui. Ce ne sera pas ma préférée. Je vais être dans les chialeux du camp du oui, mais je vais être dans le camp du oui. Avez-vous l'impression, puis ça va être la dernière question avant qu'on passe à la partie ça ou ça, que Ruba Gazal embarquerait dans un camp du oui qui comporterait Mathieu Bock-Côté? Je sentais que c'était tendu hier sur le plateau. Je crois qu'elle a dit que oui. Oui, OK. Je crois qu'elle a dit que oui. Ensuite, comme je dis, on n'a pas vocation, je crois, à se marier. On n'a pas vocation à être dans le même parti. On n'a pas vocation à être dans la même voiture. On n'a pas vocation à devenir amis. Et c'est très bien ici. Ensuite, si je comprends, c'est ce que j'ai pu comprendre, qu'elle est dans le camp du oui, quelle que soit la composition circonstancielle du camp du oui, ben moi, j'ai pas de souci. Ensuite, je pense que je pense pas que c'est leur courant qui va être dominant. Mais bon, on sait jamais, mais je pense pas. Mais j'espère qu'elle ne serait pas sectaire au point de dire Mathieu Bock-Côté, méchant, pas fin, s'il fait partie de l'équipe, j'en veux pas. Je pense que Mme Gazal est une femme suffisamment intelligente pour ne pas pratiquer le sectarisme jusqu'au point de refuser un pays parce qu'elle n'aime pas une des figures du camp du oui.
Ben, c'est très positif d'imaginer un camp du oui avec de Mathieu Bock-Côté à Rouba-Gazal. Je pense que c'est les circonstances qui l'exigent pour la nation, pour le Québec. On passera à la partie SOSA, si vous le voulez bien. Bien sûr. Qui sont des questions rapides en rafale, puis on pourra par la suite revenir sur certains de vos choix si vous désirez le préciser. Donc, lève tôt ou lève tard? Couche tard et lève tôt. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Jacques Parizeau. Moi, c'est pas un vrai choix, ça. C'est pas un vrai débat. Le vrai débat, c'est Parizeau-Lévesque ou le Bourgault-Lévesque. Ouais. Lévesque ou Parizeau? Parizeau. OK. Parizeau. Mais j'ai beaucoup d'estime pour M. Lévesque, mais Parizeau comprenait ce que voulait dire une doctrine de l'État, de la fondation d'un nouvel État. Les colocs ou les cowboys fringants? Comme effrayant. PCQ ou QS? Il n'y en a pas un autre qui se présente, là? Si je devais choisir entre les deux, wow. Le souverainiste du PCQ. Y en a-t-il un? Oui, il y en a. Le temps d'une paix ou lancer compte? Lancer compte. Mais j'aime beaucoup le temps d'une paix, mais lancer compte, pour moi, s'il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans, vous avez le droit d'ajouter comme PS scoop. Mais oui, lancer compte. Je vous ai beaucoup écouté, justement. CAC ou QS, là, je me doute du choix. CAC. Ah ouais, OK. Québec pays avec un gouvernement de Québec solidaire ou Québec province avec un gouvernement de droite? Québec pays avec un gouvernement de Québec solidaire que je battrai aux prochaines élections. Et la dernière question qui va de soi, convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Division, assurément. Convergence, ça va de soi. Ben, je la pose tout le temps, cette question-là, parce que tous les hommes politiques, puis vous êtes un commentateur, là, vous n'êtes pas un homme politique, mais tous les hommes ou les femmes politiques nous disent convergence, mais au final, ils passent leur temps souvent à s'attaquer, donc voilà, c'est juste pour le rappeler. Bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup de Merci à l'entretien. vous. C'était très intéressant. J'avais encore plein de questions, mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous remets un petit macaron Québec libre de Génération Oui que les gens peuvent se procurer Merci. sur la boutique 50% plus 1, puis on va avoir d'autres cadeaux par la suite. Alors, merci beaucoup. C'était Merci à très vous. agréable. Et sur ce, nous, on va se dire à la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé ça, aimez, commentez, partagez. Vous pouvez faire une réelle différence pour le camp du oui. C'est nécessaire. On s'approche d'un éventuel référendum. C'est absolument nécessaire. Donc, donnez un petit coup de pouce. Et sur ce, on se dit À la prochaine fois.